Bonjour à vous et bienvenue à Autrement dit, un balado qui a comme domicile fixe l'IRDA, l'Institut de recherche et développement en agro-environnement, avec Carl Boivin et moi-même Félix Lavoie-Lochet, de l'équipe de recherche en régie de l'eau. On discute de différents sujets ayant trait à la gestion de l'eau qui sont d'intérêt pour le secteur agricole du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à Autrement dit. Cette semaine, on discute d'un projet franchement intéressant que notre équipe a mené au courant des dernières années. Le projet s'intitule « Mise à l'essai d'un système d'irrigation goutte à goutte mobile en contexte d'entreprise spécialisée dans la production de pommes de terre ». Mais nous, on l'appelle affectueusement « Pivot Gag ». Il s'agit donc d'un projet qui combine à la fois un pivot et un système goutte à goutte. Mais bon, avant de se lancer et de discuter de ce projet, j'accueille mon duo de co-animateurs, mes collègues Carl Boivin et Jérémy Vallée. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour Félix, un peu enrhumé, mais ça va. Salut Félix, salut Carl. Moi de mon côté, ça va super bien. Excellent. Tout d'abord, Carl, j'aimerais qu'on mette la table ensemble. Les projets de recherche sont réfléchis pour répondre à une problématique ou optimiser une pratique, par exemple. Donc, pourrais-tu nous parler un peu plus de comment l'idée de faire ce projet est apparue? Certainement, Félix, mais j'aimerais ça commencer par certains éléments du contexte de production de la pomme de terre. Quand on a déposé ce projet-là, quand on a fait le montage, là, on était en 2020, pas environ, mais je dirais 2020. Puis à ce moment-là, on considérait qu'il y avait à peu près un tiers des superficies en pommes de terre, pas qui étaient irriguées, mais qui étaient équipées du moins pour l'être là, si le producteur voulait le faire. Maintenant, on est 5 ans plus tard. J'ai pas la statistique précise, mais je dirais que ça a certainement pas diminué les superficies au Québec qui sont équipées pour être irriguées. Donc, la pomme de terre au Québec, c'est 17 000 hectares. Fait que je dirais que ça place cette production-là en haut du classement pour les superficies irriguées. Et il y a une grande proportion de ces superficies-là qui sont irriguées à l'aide de pivots. On voit aussi des linéaires chez certains producteurs. Donc, dans ce cas-ci, on fait de la pomme de terre, mais il y a souvent une culture de rotation qui va être généralement du maïs ou du soya, mais ça peut être aussi d'autres choses. Donc, si on a un pivot, on peut être tenté de se demander si ça peut être intéressant de s'en servir durant l'année de rotation. Maintenant, qu'est-ce que ça donne en termes de volume d'eau irriguer la pomme de terre? Je dirais qu'il est raisonnable dans un contexte sableux, d'y aller avec, je dirais en moyenne 2000 mètres cubes hectares pour maintenir la culture dans une situation de confort hydrique. 2000 mètres cubes, c'est quoi? Ça, en fait, pas ça pourrait, mais ça peut être, généralement, ça pourrait être, pas généralement, mais 20 mm par épisode, c'est quand même une hauteur d'eau qui est raisonnable, mais qu'on croise régulièrement chez les producteurs. Donc, pour pas faire compliqué, ça fait 10 épisodes de 20 mm. Donc, on comprend que la situation peut rapidement devenir problématique dans un contexte où l'approvisionnement en eau n'est pas en fait contraignant. Fait que dépendamment des années, si les précipitations sont pas au rendez-vous, ça peut rapidement devenir un enjeu économique pour une entreprise. Parce que finalement, oui, elle a un volume d'eau, mais il faut qu'elle gère ce volume d'eau-là tout au long de l'été. Fait que ça peut se compliquer. Maintenant, comme j'essaie de le rappeler le plus souvent possible, l'équipe de gestion de l'eau de l'IRDA, on a notre principal objectif, c'est de travailler pour diminuer la vulnérabilité au déficit hydrique des entreprises. Et ça tombe bien parce qu'on travaille quand même beaucoup dans la pomme de terre. Donc, c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement. Fait que justement, on a travaillé beaucoup avec la pomme de terre, puis par le passé, on avait identifié le goutte à goutte comme quand même une façon de diminuer la vulnérabilité au déficit hydrique des entreprises agricoles. Donc, on avait fait des essais avec le goutte à goutte dans la pomme de terre. Les résultats avaient été concluants. Ce qui est intéressant, c'était pas ce qu'on regardait principalement, mais côté phytosanitaire, on évite de mouiller le feuillage. On évite aussi de délaver les fongicides. Je suis pas en train de diaboliser l'irrigation par aspersion, c'est pas pire que les précipitations. Puis aussi, on diminue la pression sur le lessivage des nitrates. Parce qu'à chaque fois qu'on applique de l'eau, veut pas, on applique une pression sur le lessivage des nitrates. Donc, dans pomme de terre, les superficies sont importantes. Fait qu'il y avait quand même certains enjeux d'installer un système de goutte à goutte à grandeur d'un champ de pommes de terre. Mais, écoute, l'intérêt pour le goutte à goutte a été ravivé quand on a vu un produit qui est offert par la compagnie Dog & Line, une compagnie qui est située aux États-Unis,
Cette compagnie-là elle propose un système de goutte-à-goutte mobile qui peut s'installer là, sur un pivot qui est existant. D'ailleurs, cette compagnie-là a été récipiendaire là, du prix Nouveau produit de l'année, qui a été décerné là, à l'édition 2016 de l'Irrigation Show là, qui s'est tenue à Las Vegas cette année-là. L'Irrigation Show, tu peux-tu nous expliquer c'est quoi un peu cet événement-là, Carl? Oui, brièvement, Félix, l'Irrigation Show, c'est un événement qui a lieu à chaque année. Là. Bon, on l'a deviné, qui porte sur l'irrigation et qui se tient aux États-Unis. Je dirais que c'est un événement là, qui rassemble pratiquement tout l'écosystème de l'irrigation. Et j'ai eu personnellement l'opportunité d'y aller en 2013. On revient à nos moutons, ou plutôt à notre dragon. On a vu dans ce produit-là là, un moyen là, qui pouvait potentiellement réduire la vulnérabilité au déficit hydrique d'une entreprise. Puis en même temps, diminuer l'impact environnemental d'irrigation. À ce moment-là, il y avait le 4e appel du CRPTQ, d'appel à projet, là, qui est le consortium là, de recherche sur la pomme de terre du Québec. Puis dans cet appel-là, il y avait un objectif qui était d'optimiser l'utilisation de l'eau d'irrigation. Donc, les astres étaient tout alignés pour qu'on dépose un projet là, au programme Innovation agroalimentaire du MAPAC. Super intéressant, Carl, mais avant de discuter là, des essais effectués, j'aimerais qu'on discute un peu plus de ce fameux système-là. Fait que Jérémy, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu cette technologie, puis aussi de nous parler de la conversion? Absolument, Félix. Avant de parler de la fameuse conversion, j'aimerais peut-être un petit peu parler de cette technologie-là. Tu sais, Dragonline, comme Carl l'a mentionné, ça vient. Le siège social est à Ulysse, au Kansas. Fait que c'est un produit qui vient vraiment des États-Unis, qui a été conçu là. L'historique un peu de l'entreprise, en fait, c'est un monsieur qui s'appelle Monty Teeter, qui a d'abord été le concepteur de cette idée-là. Puis lui, ce monsieur-là, il avait une expérience là, dans l'installation là, des systèmes goutte à goutte souterrains, puis aussi des pivots. Fait que ce monsieur-là, il a fait ça pendant 40 ans. Fait qu'avec son expérience, il était conscient des avantages puis des inconvénients de ces deux technologies-là. Puis depuis de nombreuses années maintenant, au Kansas, il y avait vraiment une problématique là, criante là, chez les producteurs qui irriguaient. Là. Il y avait un épuisement de l'aquifère. Fait qu'il était dans cette réalité-là d'approvisionnement en eau limitée. Fait que là, le monsieur a décidé de combiner ces deux technologies-là, tu sais, dans le fond, pour développer ce produit-là qui combine à la fois l'efficacité du système goutte à goutte, puis la polyvalence, puis l'économie, puis aussi l'automatisation du pivot. Fait que c'est de cette façon-là que l'idée est partie. En gros, Dragonline, dans le fond, comment on fait cette conversion-là? Je vais essayer d'imager ça en mots, un peu, c'est quoi les principaux composantes de ce système-là. Dragonline, en fait, c'est un tube de goutte à goutte avec des émetteurs à compensateur de pression qui est tracté par le pivot. Dans le fond, comment on installe tout ça? En fait, ce sont des tubes de goutte à goutte qui sont attachés avec des pendillères flexibles, un peu des tuyaux de 1 demi-pouce, qui sont retenus par des broches sur un câble d'acier. Donc, on installe un câble d'acier entre les travées, sur la structure du pivot avec des treuils. On tend le câble, puis ensuite de ça, on vient attacher une ligne secondaire d'eau, puis ensuite de ça, pendillard, puis les gouttes à gouttes. Les gouttes à gouttes sont espacées aux 15 cm, puis ont un débit quand même assez important d'environ 8 litres par heure goutteur. Donc, ensuite de ça, à la conception, la longueur de chaque tuyau de goutte à goutte est déterminée en fonction de l'apport visé, puis aussi de la position par rapport au centre, par rapport au point de pivot. Donc, plus on est loin par rapport au point de pivot, plus les tubes vont être longs. Je l'ai pas mentionné, mais entre les pendillères ou entre les tubes de goutte à goutte, on est espacé aux 91 cm ou aux 36 pouces. Donc, ça donne une idée là, du système. Puis là, quand on parle de goutte à goutte, bien sûr, il faut penser à un système de filtration. On va le mentionner un petit peu plus loin là, dans l'épisode, mais on a besoin de filtration et même de préfiltration pour que le système fonctionne de façon optimale. Donc, si on parle de l'unité de filtration, nous, on a utilisé des filtres Amiad avec un tamis de 200 microns qui est utilisé dans le goutte à goutte pour pouvoir filtrer là, l'eau qui rentre là, dans le pivot. Donc, ça donne une idée un petit peu de comment on fait cette conversion-là. Parfait, je pense qu'on comprend un peu mieux comment fonctionne ce système. Donc, Carl, plus concrètement, qu'est-ce qu'on a voulu comparer avec ce projet-là?
Ben, globalement, Félix, on a voulu comparer une régie d'irrigation là, qui s'appuie sur un pivot conventionnel, comprendre ici là, par aspersion, puis un pivot qui est converti au goutte-à-goutte. Pour reprendre textuellement l'un des objectifs du projet, on voulait comparer les performances agronomiques, économiques et environnementales du pivot central et d'un système par goutte-à-goutte mobile en contexte de production de pommes de terre, mais aussi en contexte de maïs et de soya. Je reprends mon heure. Donc, il y a eu 2 conversions, une à l'île d'Orléans puis l'autre dans la Nodière. Donc, plus précisément, il y avait 2 dispositifs expérimentaux. Et puis pour chacun de ces 2 dispositifs-là, il y avait un traitement témoin qu'on appelle conventionnel, si on veut le pivot, le pivot central dans ce cas-ci, et un traitement irrigation par goutte-à-goutte mobile. Donc, chacun des pivots là, sur chacun des sites était assez long pour nous permettre en fait de randomiser chacun des traitements là, au fil des travées sur un même pivot. Donc, sur une même travée, il y avait une moitié aspersion, puis l'autre en goutte-à-goutte. Puis d'une travée à l'autre, ce partage-là était fait là, aléatoirement. Ça, c'était pour la pomme de terre, mais il y avait aussi là un volet en culture de rotation. Il y avait un site qui était en maïs grain en rotation, l'autre site était en soya. Donc, dans ce cas-ci, on faisait pas d'application d'irrigation avec le système par aspersion. Donc, ce traitement-là devenait un témoin non irrigué et on appliquait l'irrigation seulement avec le goutte-à-goutte qu'on atteignait là, la consigne. Mais parfois, c'est plus facile à dire qu'à faire tout ça, Félix. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Carl? Je veux dire qu'on a eu face à plusieurs défis, Félix. En 2021, on s'est retrouvé en contexte de pandémie et on n'a pas pu terminer la conversion des pivots à temps pour la saison de production. Donc, on a demandé une prolongation d'une année au projet, une prolongation qui était acceptée. L'année suivante, en 2022, la première irrigation s'est pas très bien passée là, à la Nodière. En fait, elle s'est vraiment pas bien passée. On savait aussi que ça allait être un problème, la filtration de l'eau là, avec le goutte-à-goutte. On avait parlé avec la compagnie qui se situe aux États-Unis, on l'a dit tantôt. Puis on pensait avoir bien désigné le système. Puis même après certains ajustements, parce que la première année, même si on n'a pas pu faire le projet, on a quand même fait certains essais là, préliminaires. On avait rajouté un dispositif d'auto-nettoyage au filtre. Mais même ça, le filtre finalement se colmatait avant la fin de l'épisode d'irrigation. Donc, à ce moment-là, aussi, on se retrouvait avec une rivière ou un des sites là, à la Nodière, que le niveau était quand même assez bas. Ce que ça fait, ça augmente le risque là, d'aspirer des particules de sable. Donc, bref, ça s'est pas super bien passé cette année-là. Ça a quand même permis de faire des ajustements au filtre pour les irrigations suivantes, mais sans trop de succès non plus. Et comme on était là, dans un contexte de production commerciale, le producteur ne pouvait pas attendre après nous autres là, qu'on règle la situation. Donc, le producteur, lui, devait irriguer avec finalement la méthode conventionnelle. Donc, il y a de l'aspersion qui était appliquée partout. Donc, à partir de ce moment-là, notre dispositif expérimental là, tenait plus la route. Mais on a aussi vécu un peu la même chose là, sur l'autre site à l'île d'Orléans. La première irrigation de 2022 a été effectuée en juillet, ça veut dire qu'on a atteint notre consigne là, à ce moment-là. On a eu des problèmes de filtration qui ont aussi empêché de suivre le protocole qu'on avait prévu au projet. On a eu aussi des problèmes de pression d'opération parce que, comme je disais tantôt, les gicleurs et le goutte-à-goutte fonctionnent en fait sont connectés au même pivot. Et les gicleurs, en fait, eux autres fonctionnent à une pression d'opération qui est plus élevée que le goutte-à-goutte. Donc, le goutte-à-goutte n'a pas aimé ça. Il a subi, en fait, différents bris. Il y avait des fuites un peu partout. Donc, on n'a pas eu le choix d'arrêter tout ça. Donc, encore une fois, on essaie de faire des ajustements, en fait, pour la saison suivante. On a ajouté là, des dispositifs pour la pré-filtration. On a installé un système complet de séparateur de sable. Mais en 2023, on n'a pas eu besoin d'irriguer. Parce qu'on se rappelle que cette année-là, c'est particulièrement difficile pour ceux qui font des essais en irrigation. Comprendre ici que les précipitations là, ont été quand même assez abondantes et que finalement, on n'a pas atteint les consignes d'irrigation. Même qu'au site de la Nodière, le producteur a dû enlever sa pompe de la rivière parce que le niveau de la rivière était trop élevé. Bref, la comparaison entre les systèmes en fait conventionnels par aspersion puis le goutte-à-goutte mobile n'a pas pu finalement être effectué dans le contexte de production. Tu sais, je rajouterais aussi un point sur l'importance de cette filtration-là que ces 2 années de projet-là, on a pu voir, c'est que j'ai l'impression, puis que ces systèmes-là, tu sais, ils ont été conçus initialement dans des contextes d'approvisionnement en eau souterraine, où est-ce qu'on a une qualité
quasiment d'eau potable à chaque fois, où est-ce qu'on n'a pas de particules là, à l'intérieur de l'eau ou d'algues, tout ça. Mais nous autres, on était dans un contexte de prélèvement en rivière ou bien en contexte d'étang d'irrigation. C'est bien que dans ces contextes-là, la qualité de l'eau est pas qualité potable. Donc, on savait déjà qu'on avait un enjeu de filtration. Puis, tu sais, quand on essaie de filtrer l'entrée d'eau d'un pivot, ben c'est quand même des débits assez importants. Là, c'est pas des petits débits. Donc, ça nous prend des systèmes de filtration qui sont conséquents. Puis qui sont capables, dans le fond, de filtrer l'ensemble du débit du pivot. Fait que ça, c'est un enjeu qu'on a vu là, au courant de ces années-là. Puis ces systèmes-là peuvent être quand même assez coûteux. Puis on a vu aussi avec le temps, entre le début du projet, puis même quand on a monté la demande du projet, la compagnie Dragonline se sont ajustés aussi dans leur offre de produits. Maintenant, ils offrent vraiment là, d'emblée là, les systèmes de séparateurs de sable cyclonique. Je pense qu'ils ont été conscients que, bon, dans certains contextes d'approvisionnement, il faut penser à avoir des systèmes de séparateurs de sable et des systèmes de filtration là, auto-nettoyants. Là. Fait que c'est sûr que ça augmente le coût d'un projet de conversion là, dans ces contextes-là. Super, Jérémy, on vient de voir que ce projet s'est pas déroulé exactement comme on le souhaitait. Maintenant, un peu de positif, là, quels sont les résultats marquants du projet? Oui, dans le fond, c'est sûr que, comme Carl l'a dit, les comparatifs ont été quand même compliqués à faire. Par contre, on a fait de nombreux essais pour voir un petit peu comment ce système fonctionnait là, puis aussi pour comprendre le mouvement de l'eau. Tu sais, ça, je pense que c'est vraiment important. Comme je l'ai dit, on a des gouttes à gouttes qui sont tractées par un pivot. Un pivot, ça fonctionne en arc de cercle. Vous comprendrez bien que si on est dans une culture de pommes de terre qui est plantée en rang, ben là, les gouttes à gouttes vont des fois fonctionner, ils vont des fois être tractés dans les entrerangs, puis des fois, ben on va être perpendiculaire, puis aussi à toutes sortes d'arcs de cercle. Fait que ça complexifie un petit peu, là, je dirais, le mouvement de l'eau dans ce système-là. De ce qu'on a vu aux États-Unis, souvent, ils vont installer ça, par exemple, dans une culture de maïs, puis ils vont faire une plantation en arc de cercle. Fait que les systèmes, le goutte à goutte va toujours circuler dans les entrerangs. Il va pas venir couper le rang comme tel. Fait que nous autres, on n'était pas dans ce contexte-là. On était plantés en ligne, si on veut. Fait qu'on voulait savoir un petit peu comment l'eau allait se distribuer là, quand on est soit parallèle au rang ou bien perpendiculaire. Fait qu'on a fait des essais exploratoires en ce sens-là. Puis on a conclu que la distribution de l'eau, elle semble plus adéquate lorsque les tubes de goutte à goutte circulent dans les entrerangs, donc parallèles au billon. Avec la fonction, tu sais, parce que ces tubes de goutte à goutte là, ils ont un débit quand même qui sont assez importants. Fait qu'on a vu que quand on était perpendiculaire, le mouvement de l'eau c'était un petit peu moins uniforme, puis on trouvait que c'était moins idéal dans ce contexte-là. Fait que c'est un aspect qui limite, j'ai l'impression, là, l'applicabilité au Québec. Parce que ici, bon, à ma connaissance, là, il n'y a pas de producteur là, qui plante en arc de cercle. Est-ce que ça viendra si les gens s'installent ce genre de système-là? Peut-être. Mais on voit qu'une conversion d'un pivot dans ce sens-là, ça serait beaucoup plus avantageux ou pertinent dans par exemple, avec une rampe où est-ce qu'on circule toujours de façon linéaire, parallèle, au rang de plantation. Merci, Jérémy. Maintenant, Carl, l'un des avantages là, d'une conversion d'un système par aspersion vers le goutte à goutte, c'est assurément l'économie d'eau. La compagnie avance même des économies d'eau entre 25 et 50%. Mais qu'en est-il vraiment? Puis est-ce qu'on a été en mesure là, de l'évaluer? Je commencerais peut-être, Félix, en disant que, ben oui, il y a des avantages au goutte à goutte. Un des avantages que je vois, c'est que ça permet de se rapprocher davantage là, d'une irrigation là, qui correspond aux besoins quotidiens de la culture. Autrement dit, au lieu de faire une irrigation de 20 mm, là, ce qu'on voit généralement avec l'aspersion, ben dans le cadre de ce projet-là, on visait 10 mm par épisode avec le goutte à goutte. C'est plus que la consommation quotidienne de la pomme de terre, mais dans ce cas-ci, c'est un compromis. En plein été, là, on peut considérer que durant une belle journée, la pomme de terre, là, ou en fait, il va y avoir à peu près 5 mm là, qui vont être exportés du sol.
Donc, avec un goutte-à-goutte fixe, on pourrait y aller là, avec une hauteur d'eau plus faible, mais dans ce cas-ci, comme on l'a dit, le goutte-à-goutte était connecté après un pivot, donc c'était un petit peu plus... en tout cas, il y avait certains enjeux techniques là, à considérer. Aussi, quand on applique 20 mm et qu'il pleut 2 jours après, en gros, c'est 10 mm là, qui deviennent non efficaces là, de cette irrigation-là. Donc, on a fait un exercice théorique pour comparer les deux apports, là, les 10 mm en fait, puis les 20 mm, en termes de nombre d'irrigation, puis aussi en termes de volume. Pour faire ça, on a utilisé l'outil Estimo, qui s'appuie là, sur le bilan hydrique pour déterminer le besoin en eau d'une culture. De façon très abrégée, là, c'est pas un cours sur Estimo, mais c'est en fait avec cet outil-là, on peut paramétrer les conditions de culture. Donc le type de sol, la date de plantation, la date de récolte, puis on soumet tout ça aux conditions météo historiques là, spécifiques au lieu de production. Ici, on a fait rouler là, tout ça pour chacune des années comprises entre 1998 et 2022, car c'est les années qui sont disponibles là, dans l'outil Estimo. Dans ces conditions, le goutte-à-goutte mobile, avec son apport de 10 mm, permet une diminution moyenne là, du besoin en eau d'irrigation de 18 à 24% selon l'année et selon le contexte. Donc ici, on a vraiment fait rouler pour l'ensemble des années comprises entre 1998 et 2022. Et on l'a paramétré pour le contexte dans la Nodière et le contexte qu'on avait à l'île d'Orléans. Maintenant, on avait aussi, il y avait la pomme de terre, c'est une chose, on l'a fait aussi pour, on s'est servi de l'outil pour savoir qu'est-ce que ça donnerait avec le maïs grain puis le soya. Ici, on est arrivé avec une économie d'un peu plus de 30%, encore là, selon l'année. Mais dans ce cas-ci, c'est pas un objectif de confort hydrique comme on avait avec la pomme de terre, mais c'est plus un objectif d'assurance récolte là, qui tolère un certain stress hydrique avant d'intervenir avec l'irrigation. Donc, c'est ce que ça a donné. Super, Carl, merci. Pour conclure sur une note économique, parce que évidemment c'est important, tout le monde veut savoir si c'est dispendieux là, d'utiliser un tel système. Donc, Jérémy, voudrais-tu nous en parler? Oui, dans le fond, il existe deux réalités ou deux cas de figure là-dedans dans cette fameuse conversion-là qu'on a discuté. On comprend qu'un producteur qui aurait déjà son pivot en aspersion puis qui décidait de faire une conversion au goutte à goutte, c'est dommage parce qu'il a déjà investi dans un système, dans des gicleurs, dans des régulateurs de pression, de la quincaillerie, parce qu'on utilise les pendilleurs qui sont initialement installés sur les pivots. Ça fonctionne, c'est déjà là, mais je dirais qu'il a déjà investi un certain montant, puis là, on enlève ça, puis on vient réinstaller du goutte à goutte. Fait que le premier cas de figure où on a déjà un système en place, c'est peut-être un petit peu moins avantageux du point de vue économique. Mais par contre, si on le désigne déjà au départ, puis on décidait de passer au goutte à goutte, là, on aurait peut-être un avantage plus intéressant là au point de vue économique. Nous, on estimait avec les prix qu'on avait là au courant du projet que pour un pivot d'environ 50 travées, c'est un méchant pivot, 5 travées, le coût serait d'environ 40 000 $, un petit peu plus de 40 000 $ pour faire la conversion. Puis ça inclut la pré-filtration, la filtration, puis l'ensemble du matériel nécessaire pour la conversion. Donc, c'est quand même un système qui est dispendieux. Fait que c'est sûr que on le voit pas dans tous les contextes, mais c'est pour dire que oui, c'est quand même il y a un certain prix à ça. Là. Bon, c'est ça, c'est assez coûteux, bref. Malgré l'ensemble des difficultés rencontrées dans ce projet-là, je trouve néanmoins que les conclusions sont pertinentes pour les producteurs qui s'intéresseraient à ce nouveau système-là. Je pense aussi que ça vaut la peine là, de répéter que les projets de recherche servent également à assumer le risque. Qu'on parle de nouvelles pratiques, de technologies ou équipements, au final, on veut offrir une évaluation, un regard critique sur la faisabilité de ces nouveautés avant qu'un producteur se lance dans l'aventure à son tour. Maintenant, pour conclure, je comprends qu'il est encore difficile là, de se prononcer sur la pertinence puis la faisabilité d'un tel système dans un contexte de production au Québec, comme on vient de le voir. Mais il pourrait certainement procurer des bénéfices en ce qui a trait à une diminution du besoin en eau d'irrigation. Les bénéfices sont toutefois plombés par l'investissement important nécessaire à la conversion du pivot, qui est déjà existant, mais dans un contexte d'approvisionnement en eau contraignant ou dans un contexte de culture en rang où l'enjeu du mouillage de feuillage est important, un système goutte à goutte mobile pourrait être envisageable. Autrement, le coût-bénéfice du système goutte à goutte mobile n'est pas à son avantage.
Pour ceux et celles qui seraient intéressés d'en connaître davantage au sujet du projet, je vous invite à consulter nos publications sur le tout nouveau site de l'IRDA au www.irda.qc.ca. Puis merci Carl, merci Jérémy d'avoir résumé le projet. Puis merci à tous et à toutes d'avoir été là, puis à très bientôt pour un autre épisode de Autrement dit. Ces travaux ont été réalisés grâce à une aide financière du programme Innovation agroalimentaire, un programme issu de l'accord Canada-Québec de mise en œuvre du partenariat canadien pour l'agriculture, conclu entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et Agriculture et Agroalimentaire Canada. Ce projet a aussi bénéficié d'une contribution financière du Consortium de recherche sur la pomme de terre du Québec, le CRPTQ. Nous remercions également l'équipe de réalisation du projet, toute l'équipe de recherche de l'IRDA en gestion de l'eau en production végétale, Frédéric Blais de la ferme Daniel Blais, Francis Desrochers de la ferme Maxisol, ainsi que Mathieu Ricard de Riego.